Sécure, je suis accompagné d'Éric. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça fait le deuxième qu'on enregistre d'affilée en plus, encore dans vos locaux. Cette fois-ci, on va aborder le fonctionnement de Flair. Autant on a parlé du côté startup, qu'est-ce que c'est, tout ça, ce qui est intéressant. Là, vous avez quand même un produit qui est intéressant parce que vous êtes florissant comme compagnie, vous avez des offres comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça fait exactement le produit ou le service de Flair? Oui, absolument. Puis en passant, pour les auditeurs, mon but, c'est pas de faire une infopub. Je vais vouloir démystifier c'est quoi le dark web, c'est quoi le suivi des données. Bien, Flair, c'est ce que ça permet de faire. C'est on configure quelles sont les informations qui sont importantes pour nous. Par exemple, nos noms de domaine, nos adresses IP, l'adresse personnelle de notre président. Donc, toutes ces informations-là qu'on se dit, si jamais il y a quoi que ce soit qui sort par exemple sur le dark web, ben j'aimerais ça le savoir. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des données de plus de 7000 sources d'informations illicites. Fait au quotidien, on ramasse ces données-là, on les entrepose dans notre base de données, puis ensuite, on vient alerter les clients lorsqu'il y a quelque chose qui apparaît. Comme par exemple, une fuite de mot de passe. Si on se rend compte que la compagnie avait un mot de passe qui maintenant a fuité, eh bien, la compagnie maintenant peut se faire aviser. Puis donc, rapidement pouvoir changer le mot de passe, par exemple. Parce que sinon, ben, c'est des accès qui sont fonctionnels présentement. Donc, vu que le temps est critique dans ces situations-là, grâce à Flair, tu peux réagir rapidement sur les informations qui ont fuité au lieu d'attendre qu'il soit trop tard, que tu t'en rends compte que, oups, il y a quelqu'un qui s'est infiltré dans mon réseau. Que les dits accès au mot de passe ont été utilisés de façon néfaste. Le dark web, puis je me suis fait d'ailleurs éduquer sur un précédent podcast que c'est pas une destination, c'est un chemin. En quoi et comment vous l'observez? C'est quoi vos sources? C'est quoi vous regardez? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vaste, puis je pense pour la plupart des gens, c'est même un peu mystique, cet environnement-là. Ouais, c'est en effet pas fait pour monsieur, madame, tout le monde, le dark web. C'est basé sur des protocoles qui sont un peu connexes au web, qui permettent d'échanger de l'information avec plus d'anonymité. Donc, qui réduit la traçabilité entre une personne qui effectue une requête et celui qui va fournir la réponse. Donc, grâce à ces structures-là, maintenant, ben, il y a des gens qui peuvent publier de l'information sans peur de représailles, sans se faire associer comme étant la personne qui expose des données illicites. Donc, une de ces catégories-là, par exemple, ben, c'est les marchés. Donc, des marchés publics sur le dark web qui permettent d'acheter, par exemple, des drogues, des médicaments, mais aussi des accès pour des compagnies. Donc, il y a des gens qui vont dire « Hey, j'ai à vendre des clés d'accès pour les serveurs de la compagnie X. » Parfois même, ils ne les nomment même pas et ils disent « Vous allez me payer, je ne sais pas, 5 000 $ et je vous donne des accès que je vous garantis qui vont fonctionner. » Donc, eux, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est que ce n'est pas eux autres qui viennent faire le crime de hacker la compagnie. Ils vont rien que vendre l'accès. Donc, on fait le monitoring de ces types de marchés-là de données illicites et on permet aux clients de savoir « Hey, tu as présentement une annonce qui est faite. Il y a quelqu'un qui est en train de vendre tes accès. Eh bien, tu devrais être au courant et réagir rapidement. » Ces marchés-là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs façons. Je pense même dans le précédent ou en off, on parlait notamment Telegram. Dark Web, on a tendance à penser que c'est du web, mais c'est pas juste nécessairement du web dans lequel c'est plus une espèce d'amalgame de choses. En quoi ça ressemble tout ce paysage-là de sources de façon très, très diverse? Oui, bien, c'est sûr c'est similaire parce qu'on va utiliser un navigateur. C'est un navigateur différent. On va utiliser Tor, que ça s'appelle. Mais ça nous permet d'accéder à ces sites-là. Le problème sur Tor, c'est que il n'y a pas de Google là-dessus. Là. Tu n'as pas une façon de rechercher. Il faut que tu saches où est-ce que tu veux aller. C'est pour ça, déjà, ben,
si tu veux savoir, si tu es à la recherche de ces types de choses-là, ben, tu dois aller dans un endroit public. C'est là que Telegram rentre en ligne de compte. Telegram, donc réseau social très ouvert avec très peu de limitations, sert à faire du recrutement, à faire de la publicité. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spam, il y a beaucoup d'informations. Mais Telegram a l'avantage que c'est rapide. Tor, c'est lent. Donc, si tu veux passer ta journée à naviguer sur Tor, ça va être vraiment long. Là. On n'est plus habitué à ça, nous autres, cliquer sur un lien puis attendre 1 minute avant que ça apparaisse. Là. Sur le Dark Web, sur les sites Tor, on voit ça pas mal. Fait que c'est pour ça on la voit, cette migration-là. Le monde savent qu'ils sont anonymes, qu'ils sont protégés sur le Dark Web, mais ils vont venir utiliser Telegram parce que c'est plus commode et aussi, il y a des emojis. Donc, les gens aiment ça, parler avec des emojis. Donc, cette simplicité-là et aussi le fait qu'ils savent que les gens qui sont derrière Telegram les empêcheront pas. Tant que ce n'est pas du terrorisme, tant que ce n'est pas de la pornographie juvénile, eh bien, tu peux faire ce que tu veux sur Telegram. Donc, Telegram est souvent la porte d'accès pour le Dark Web où est-ce que là, tu peux te faire recruter et là, aller sur les sites où est-ce que là, les vraies choses se passent. Donc, c'est comme un espèce de marché public sur lequel il y a de la négociation et de cette négociation-là va amener à un élément plus loin. Vous êtes donc présent sur ces marchés-là, donc vous avez des humains et probablement des machines, des robots aussi qui naviguent ça puis qui viennent justement filtrer cette information-là. Ça prend les deux, en fait. En premier lieu, ça prend un humain pour se faire inviter. Il faut construire notre réputation. Donc, c'est pour ça, nous, on a des gens qui travaillent à faire ça, à se faire passer comme des hackers, comme des gens, des gens qui sont intéressés à acheter, des gens qui sont intéressés à vendre de l'information. Donc, il y a de l'infiltration qui doit être faite pour accéder à ces réseaux illicites-là. Une fois que c'est fait, Flare va collecter les informations et c'est via des processus automatisés. Donc, c'est des outils qu'on utilise pour venir collecter l'entièreté des informations. Ce qui fait en sorte que, c'est pour ça que les clients adorent Flare, c'est qu'ils ont accès à l'entièreté du web illicite sans devoir y aller eux-mêmes. Puis aussi, ça fait en sorte que si tu as une recherche à faire, tu veux chercher à propos d'une certaine personne, un certain produit, ou peu importe, eh bien, personne ne le saura que tu as voulu faire cette recherche-là. Parce que le tout est anonyme. Parce que tu fais ta recherche chez Flare. Et non pas, nous, on ne va pas relayer la recherche. On collecte l'entièreté du web illicite. Et ça, c'est des millions de posts dans des forums, des messages Telegram, peu importe, même si c'est des choses qui semblent avoir aucun lien, bien, ça se peut que dans 3 ans, on le signe, ce client-là. Puis ce client-là qui a été mentionné, bien, va être intéressé d'avoir cette information-là. Donc, c'est des quantités massives d'informations qu'on collecte au quotidien pour ensuite les rendre disponibles à nos clients. Est-ce que vous avez des orientations? Parce que là, tu parles de collecter. J'imagine que vous avez, puis on en a parlé un peu dans l'autre épisode, des ressources limitées. Tu sais, on est tous dans un contexte de ressources limitées. Y a-t-il des choix qui vont faire que vous essayez de collecter dans certains réseaux ou certaines orientations spécifiques qui vont diriger votre attention ou vous collectez le plus que vous pouvez? C'est all you can eat, puis vous essayez ce que vous pouvez faire? Bien, en effet, il faut faire des choix. Je peux donner un de ces exemples-là, c'est le site 4chan. 4chan, c'est un... Ouais, c'est... la poubelle d'Internet. Là. La poubelle d'Internet, ben, dans cette poubelle-là, il y a des gens qui vont parler de hacking. Mais dans la poubelle, on trouve de tout, donc. En effet, ben, on n'est pas intéressé à tout dans cette poubelle-là. Mais quand même, donc, on va faire des choix, on va limiter sur qu'est-ce qu'on veut chercher. Mais c'est sûr que si, je ne le sais pas, il y a une discussion dans un sous-forum qui parle d'animé, puis soudainement, quelqu'un dit « Hey, voici les informations du serveur pour cette compagnie-là », on n'ira pas la collecter, celle-là. On ne peut pas collecter l'entièreté de l'Internet et du Dark Web. Il faut faire des choix à quelque part. Donc, ça, je dirais que c'est le premier. Le deuxième, c'est une limitation, bien sûr, c'est que quand, par exemple, il y a une fuite de données, il y a une attaque de ransomware, de double extorsion, et là,
tu as des terabytes de données, des teraoctets qui ont été exfiltrés d'une compagnie puis qui sont maintenant rendus disponibles. On ne peut pas aller lire chacun de ces fichiers-là puis de les indexer et de faire en sorte que dans le fichier numéro 1,780,000, ah oui, il y avait la mention de ta compagnie et le mot de passe de ton serveur. On ne peut pas lire tout qu'est-ce qui a été fait. Quand même, notre objectif, c'est de se rapprocher de ça. C'est de collecter toujours de plus en plus d'informations. Fait que c'est pour ça qu'on a une équipe qui travaille là-dessus. C'est d'augmenter la quantité de sources d'informations qu'on collecte. Puis, une fois qu'ils sont à l'intérieur, l'entreposage de la donnée, c'est pas si pire. Ça coûte pas trop cher au final, mais c'est plus le processing. Et le principe aussi, est-ce qu'on est capable de collecter de l'information dans une source illicite sans se faire prendre? Parce que ça, c'est une autre chose. Quand eux, ils se rendent compte qu'on est en train de faire des appels à tous les secondes pour downloader tout, ben, ça se peut qu'on se fasse bannir notre compte. Fait que c'est pour ça, le jeu du chat et la souris, ça existe dans ce qu'on fait. Oui, c'est très complexe. Puis quand vous parlez justement, vous infiltrez dans certains forums, puis moi, je suis zéro bon là-dedans, là, mais ça donne quand même exiger un certain talent de réussir à rentrer puis de se faire coopter, parce que généralement, ils demandent de coopter, puis ça demande un travail à long terme. Et nécessairement, puis j'imagine que vous faites très attention, puis ça vous est sûrement déjà arrivé plus qu'une fois de vous faire bannir et bien, vous faites vous développez votre OPSEC, votre OPSEC notamment, pour justement éviter ce genre de situation-là, pour ne pas brûler vos sources, parce que c'est un peu ça la valeur même de ce que vous avez. Je vais basculer sur la qualité la qualité d'information, parce qu'on en parle beaucoup plus en entreprise, mais ça doit avoir un lien très important à vous autres, parce que tu mentionnais justement, vous ne ramassez pas tout parce que pas tous les forums sont pertinents. Comment vous évaluez la qualité de l'information que vous ramassez, puis donc nécessairement la pertinence pour vos clients et vos futurs clients? C'est un défi. Donc, l'entièreté des données qu'on collecte, ce que l'on tente de faire, c'est d'attribuer des règles de détection. Donc, on a des règles qui viennent analyser chacun des unités de contenu que l'on reçoit et qu'on va se dire, est-ce que ça semble important? Donc, est-ce qu'on retrouve des patterns, par exemple, associés aux cybercriminels? Est-ce qu'il semble y avoir des mots de passe, des clés SSH qui sont présentés là-dessus? Donc, c'est pour ça, chacun des éléments qui sont découverts dans Flare se fait assigner une sévérité. Donc, basée selon à quel point on croit que le contenu du message peut être problématique. Donc, ces règles-là, par la suite, font en sorte que lorsqu'on a un client qui signe avec nous, déjà, on a des données sur lui et déjà, on est capable d'afficher les événements critiques, par exemple. Je donne un tel exemple, c'est, disons qu'on trouve des mots de passe d'un employé. Non pas seulement on trouve ses mots de passe de son Active Directory, mais on trouve aussi des mots de passe d'autres produits, par exemple un Salesforce pour une plateforme de vente ou le Elasticsearch de la compagnie ou le Jira. Donc, on est capable de prendre cette donnée-là et de dire, ouais, ce compte-là semble un petit peu plus critique selon nous. Donc, on attribue une sévérité à chacun de nos événements, ce qui fait en sorte que nos clients sont capables aussi de faire un filtrage rapide et de dire, qu'est-ce qui est peut-être critique pour moi pour l'instant? C'est quoi les choses que je devrais me soucier en priorité? Et ensuite, tu dépiles pour, une fois que tu as fait ton ménage de qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, maintenant, tu es en mode vigie. C'est quoi les prochaines choses? Qu'est-ce qui est affiché sur moi dans le futur? Et Flare permet de faire ça grâce à un système d'alertage où est-ce qu'on peut aussi configurer pour de dire, par exemple, si c'est un mot de passe qui fuite, ça, je veux que tu envoies ça directement, par exemple, dans mon SIEM, dans mon Azure Sentinel ou dans mon Splunk, parce que ça, je veux tout de suite que mes équipes de sécurité le traitent. Si c'est une mention dans un forum ou dans un post Telegram, ça, envoie-moi un email directement et moi, je vais le gérer. Fait qu'on est capable un peu de gérer comment chaque type d'incident devrait être traité selon sa gravité et aussi selon la nature de l'événement. Ben, c'est très intéressant justement d'avoir cette capacité, puis justement que le onboarding de nouveaux clients bénéficie de tout ce que vous avez collecté dans le passé.
ce qui est quelque chose de très, très important. Puis justement, qui fait que vous êtes en ce sens agnostique, fait que vous ne balisez pas principalement par vos clients, vous ramassez tout ce qui vous croyez pertinent pour peu importe qui va être à ce moment-là. Quel genre de requête qu'un client pourrait suivre? Comment on voit? Qu'est-ce qu'on pourrait être exposé? Qu'est-ce qui arrive quand on voit, quand on ouvre le coffre au trésor de Flair la première fois, puis là, ça ressemble à quoi en général? Je peux te donner un exemple. Vendredi dernier, on était avec un client et on démontrait Flair pour la première fois. Entre autres, on a trouvé une traite bancaire. Donc, ça, c'est. Donc, si tu as accès à ça, tu peux le déposer toi-même, là. Donc, on a vu une traite bancaire qui a été sortie et qui était maintenant rendue disponible parce que un partenaire de cette compagnie-là a été victime d'une attaque de ransomware. Et là, leurs fichiers ont fuité et étaient rendus disponibles là. La dame qui a vu ça avait aucune idée que leur partenaire a déjà été victime d'un ransomware et en plus que là, maintenant, leurs informations bancaires sont disponibles, ont été disponibles. Parce qu'il y a ça aussi, une chose qui est intéressante avec Flair, c'est que on n'est pas un portail sur le dark web, on collecte qu'est-ce qui a déjà été posté sur le dark web. Donc, même si cette information-là éventuellement disparaît, a été enlevée par les autorités, par exemple, nous, on en garde la trace. Donc, on le sait qu'à un certain moment, cette traite bancaire-là a été disponible. Autre information aussi, c'est qu'on a présenté la liste des mots de passe des employés de cette compagnie. Puis là-dedans, on a pu trouver des choses comme des mots de passe Zabbix, des mots de passe Oracle. Donc, des systèmes critiques internes. Et ça, c'était à cause d'un consultant. Donc, on a regardé la liste des mots de passe qui ont fuité. Le consultant avait enregistré ces mots de passe dans son navigateur, dans sa session à soi. Puis dans les mots de passe aussi, on a trouvé du Roblox, là. Donc, ça, c'est un jeu pour enfants. Fait souvent, ça, on le voit ça tout le temps, là, c'est que les enfants sont les vecteurs d'attaque. C'est eux, ils vont downloader de quoi qu'ils ne devraient pas. Puis à cause de ça, les mots de passe enregistrés dans le navigateur sont exfiltrés et on peut causer des attaques après ça. La dame, là, elle a vu ça, là, elle était furieuse. Puis ce matin, j'ai eu un appel avec elle encore. Elle a amené son équipe de 10 consultants afin que je présente qu'est-ce qu'on a trouvé dans Flair. Moi, je m'attendais à rencontrer l'équipe de sécurité. Non, elle m'a amené son équipe de consultants afin que je leur mette le nez dans le... Ouais, c'est ça. C'est... Des surprises comme ça, là, on en a tout le temps. Et c'est ce qui aussi... c'est un avantage qu'on a avec Flair. C'est très rapide de faire une démonstration de la valeur du produit parce qu'on conserve tout dans une base de données. Mais ce qui est le plus difficile, c'est pour les entreprises qui n'ont rien dessus. Par exemple, une nouvelle compagnie, une compagnie de 2 employés, une entreprise qui ont des très bonnes pratiques de sécurité, ça se peut qu'il n'y a personne qui n'a jamais rien mentionné. Puis là, c'est difficile de vendre Flair à ce niveau-là. C'est comme, disons, ton détecteur de fumée chez toi. Est-ce que tu serais prêt à payer, je ne sais pas, un système d'inscription 5 $ par mois pour avoir un détecteur de fumée? Ouais, je comprends un peu la difficulté associée à ce genre de choses-là. C'est sûr que c'est toujours plus flashy. Puis surtout dans le cas que tu as mentionné, j'étais mort de rire, mais un peu de. Je riais jaune aussi en même temps, dans le sens où je disais, ah non, ils n'ont pas tombé, mais tombé dans ce piège-là, ces consultants-là, puis j'en connais un nombre qui sont un peu négligents, là, d'ailleurs, au Québec. Fait que si vous écoutez consultants, nettoyez vos affaires parce que je sais que vous êtes négligent. Puis que ça ne serait pas le fun qu'une compagnie québécoise vous trouve. Mais cela étant dit, oui, c'est cette fameuse façon-là que les enfants utilisent leurs ordinateurs, tout ça. Il y a 20 ans, je peux comprendre que c'était encore très présent. Maintenant, on n'est plus dans le fait où l'ordinateur portable du bureau et c'est l'ordinateur à la maison. Tout le monde a maintenant un ordinateur à la maison, ou en tout cas la plupart. C'est plus une anomalie. Fait que je trouve ça un peu particulier que ça soit encore présent. Mais le mode de travail a changé aussi. Le mode hybride
où est-ce que l'ordinateur de la maison peut être l'ordinateur de travail. Disons que tu te connectes, tu décides, hey, je vais aller voir mes courriels de job, je me log sur ma session, puis mes mots de passe sont enregistrés là-dessus. C'est. Ouais, j'aime pas le fait enregistrer. Là. Ça me gratouille beaucoup. Là. À la limite, là, si vous êtes Chrome ou Edge, il y a des profils. S'il vous plaît, mettez des profils en action. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les InfoStealer Malware, qui s'appellent donc les kleptogiciels. Parce que oui, Flare est une compagnie. C'est bon, OK. Flare étant une compagnie québécoise, ben, on s'efforce à mettre du français dans ce qu'on fait. Il y a des termes techniques qui n'ont jamais été traduits dans l'histoire. Fait que, ouais, InfoStealer Malware, on a inventé le mot kleptogiciel. Mais félicitations de cet effort. Donc, oui, c'est ça. Donc, ils sont capables d'aller chercher des informations sur plusieurs profils. Donc, tous les profils qui sont installés sur ta machine. Fait que c'est dangereux là-dessus. Ouais, dans l'absolu, c'est une boutade là, parce que réellement, sauvegardez pas vos mots de passe dans la voûte du navigateur. C'est un big no-no. Je pense que c'est cette semaine. Ça a été annoncé hier que Google allait maintenant. Je sais pas trop. Là. Ouais, il y a eu comme un problème. Les mots de passe ont disparu dans Chrome. Là. Les gens sont outrés, mais c'est parce que vous n'auriez jamais dû les stocker là, au départ parce que justement, ça crée ce genre de problème-là. Ben, là, il y a une nouvelle solution que que Google est en train de travailler, où est-ce que là, ça va venir protéger la voûte de mots de passe. Mais le problème, c'est que les développeurs de InfoSealer Malware sont déjà là-dessus en train de trouver des façons de contrecarrer. Donc, ça va rester un problème. C'est certain, utiliser des voûtes de mots de passe séparées, par exemple un Bitwarden, reste une meilleure solution. Mais le problème aussi, c'est si quelqu'un télécharge un logiciel, si quelqu'un exécute une macro dans un fichier, il y en a tout plein des failles qui peuvent exister qui font en sorte que ton navigateur, finalement, ce n'est pas lui le problème. Il y en a tout plein de comportements que les gens peuvent faire qui vont, au final, pouvoir causer des dégâts d'une sévérité incroyable pour les organisations. Fait que, ouais, c'est complexe. On nous a dit de ne pas réutiliser les mêmes mots de passe. On a appris. Mais là, en utilisant les gestionnaires de mots de passe, on les utilise mal. Fait que là, maintenant, on est en train de se faire punir par ça. Oui, ben c'est ça. On a glissé sur une autre chose qui est parallèle à ce que vous faites. Revenons un peu sur le core business de Flare, parce que là j'étais comme hors de moi, parce que j'étais comme, je veux pas comprendre que des consultants aient des mots de passe de l'entreprise dans leur navigateur. Puis ça, moi, c'est un big no-no, là, à bien des égards, ou que les enfants utilisent des ordinateurs qu'ils utilisent également pour faire du travail. C'est un big no-no. S'il vous plaît, ne faites pas ça si vous écoutez. Revenons plus à ça. Fait que là, tu mentionnais justement le client en question est arrivé, il a vu tout ce genre de choses-là dans son onboarding. Ça doit être assez. Puis là, tu avais l'exemple qu'elle avait amené ses clients, mais as-tu d'autres exemples justement de réactions par rapport à ça? Parce que là, je trouve ça un peu étrange que ses consultants, il faut leur mettre le nez dans le problème. Mais il doit y avoir des cas où tu amènes, genre, c'est les compagnies, c'est les personnes de sécurité ou. Oui, ça nous arrive vraiment fréquemment. Une chose que je fais souvent, moi, je représente souvent Flare dans les événements de cybersécurité. Donc, ça, c'est cool parce que j'amène mon laptop et je suis capable de faire des démonstrations live. Je demande à la personne, hey, c'est quoi ton nom de domaine? Je suis capable de sortir les mots de passe. Eh bien, souvent, les gens vont sortir leur téléphone et vont dire, hey, je peux-tu prendre une photo? Parce qu'ils vont voir les mots de passe des leaders dans la compagnie. Là. Ils vont voir des mots de passe de gens qui connaissent. Parce que Flare ne fait pas rien que rapporter qu'il y a des fuites de mots de passe. Il va les montrer en texte clair quel était le mot de passe. Ça, c'est un argument de vente assez solide parce qu'il y a des services comme Avaya Beanpond que tu vas être capable de savoir, il y a un mot de passe qui a été fuité, mais il y a une différence à savoir qu'il y a un mot de passe, puis c'est ça le mot de passe. Donc, souvent, les gens trouvent des informations sur Flare et ils vont se dire, OK, ouais, non, ça, c'est de quoi qui est problématique. Un autre cas que j'ai vécu aussi, Flare, donc oui, on fait beaucoup de fraude de cybersécurité, mais on parcourt toutes sortes de sources de données comme les paste sites, les sites où est-ce que les gens peuvent copier et coller du texte.
Là-dessus, on trouve tellement d'informations. Je travaille avec une compagnie de divertissement et qui publie des films. Eh bien, on a trouvé des sites que ça partage des URL, donc des fichiers qui partagent des URL pour downloader des films qui viennent d'être mis au cinéma. Donc, ça, c'est important pour eux autres parce que là, ils veulent pas que ça soit trouvé. Donc, Flare est capable de ramener cette information-là. Puis là, ensuite, ben surtout là, par exemple, c'est du web ouvert. Donc, c'est pas du dark web. Donc, Flare offre aussi un service de démantèlement. Donc, si par exemple, on trouve ça, un site qui est utilisé pour des façons malicieuses ou aussi des domaines similaires. Donc, un domaine qui ressemble au nom de domaine de la compagnie, mais avec une petite permutation. Que le but, c'est d'essayer d'attraper des gens via du phishing. Les gens reçoivent un texto, puis là, OK, il faut que je me connecte sur mon site de ma banque et ils ne se rendent pas compte qu'il est un peu différent. Ben, Flare est aussi capable de détecter ça et on offre un service où est-ce qu'on s'occupe de contacter les gens impliqués chez l'hébergeur, par exemple, afin de faire démanteler le site qui a été hébergé. Fait on aide aussi les gens là-dessus. Et je vais terminer avec un exemple aussi de données qui peuvent être exposées. Ben, je travaillais avec une commission scolaire aux États-Unis. Ben, on a trouvé qu'une de leurs étudiantes s'est faite doxer. Donc, ses informations personnelles ont été exposées, mais pas seulement ses informations personnelles. Puis ça allait vraiment dans le fin détail. Là. C'était très, très personnel pour une adolescente de 16 ans, mais aussi de ses parents. Puis, entre autres, de ses parents, ben, il y avait des informations sur où est-ce qu'ils travaillent et même des mots de passe de la compagnie. Fait, afin de ruiner la vie d'une adolescente, ben, il y a des gens qui se mettent à loisir de collecter le maximum d'informations afin de causer des dégâts. En plus, ben, c'est ça, la commission scolaire a vu ça, puis il n'y avait aucune idée. Et parce qu'ils ont dit, les jeunes, quand ils se font cyber-intimider, leur premier réflexe, c'est pas d'aller voir leurs parents et leur dire « Hey, on a mis mes informations sur le web, là, sur le dark web. » Non, ils vont garder ça sous le silence. Ben là, les parents ne le savaient pas. Fait que la commission scolaire a pu informer les parents de cette situation. Fait que, ouais, je vois des belles histoires, mais je vois des histoires tristes souvent. Et c'est là. On est là pour aider les gens parce que ouais, sinon, il n'y aurait aucune idée. Personne ne fait ça, aller sur le dark web là, puis au quotidien pour aller regarder qui parle de moi. Là. C'est impossible à faire. Fait que tu as besoin d'outils pour faire ce type de travail-là. Non, effectivement, c'est très intéressant. Surtout le cas le dernier cas que tu as mentionné est très poignant parce que heureusement, la commission scolaire en question, justement, s'est prévalue de vos services et a pu justement avoir des bénéfices qui dépassaient largement probablement la portée de ce qu'elle voulait faire. Très intéressant. Merci énormément de ce partage-là. C'est très chouette justement d'avoir ça un peu ouvrir le kimono sur vos services, sur ce que vous faites parce qu'il y a un bénéfice réel. Et c'est le monde dans lequel on est rendu maintenant, c'est l'information, c'est ces échanges un peu illicites d'informations maintenant. Puis je pense que les gens ne comprennent pas encore l'entière portée de tout ça. Puis je pense qu'on est juste dans le début. Puis je pense que vous allez avoir encore beaucoup de succès avec ce genre de produits-là qui vont devenir, je pense, une nécessité. Comme la surveillance de crédit est une nécessité maintenant, ce type de surveillance va devenir une nécessité à l'avenir. En effet. Merci beaucoup. Merci.